Fichier à télécharger. Voilà. Salut Fred, rebonjour. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le Discord sur lequel je vais vous partager l'écran, sur lequel vous êtes dans Webinty, dans le salon de live, je viens de mettre un fichier à télécharger pour reproduire le blog. Je vais vous le mettre aussi ici dans le Google Meet. Pourquoi? Parce que dans cette session, aujourd'hui, on va reproduire un blog. On va créer un blog. Je ne vous dis pas qu'on va le finir entièrement parce qu'on a 1h30. Donc, je ne vous dis pas qu'on va le finir entièrement. Il y aura sûrement une partie 2, une partie 3, c'est possible, pour l'améliorer, pour l'optimiser. Mais dans cette première partie, on va essayer d'aller le plus loin possible. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va reproduire. Donc, je regarde ici. Tac. Bon, il y a des gens qui m'écrivent. OK. Voilà. Tac. Donc, je suis en train d'enregistrer. OK. Ça veut dire que vous allez avoir le replay aussi. Sur le Discord, vous allez avoir accès. Dans la session de live, ici, vous allez avoir accès au replay. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va reproduire aujourd'hui? On va reproduire un blog, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui était pendant très longtemps le spécialiste des blogs? C'était WordPress. Pendant très longtemps, WordPress était vraiment l'outil sur lequel on faisait tous les blogs. Maintenant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, WordPress est remplacé par Webflow, mais c'est pas grave. Sur Bubble, on peut tout à fait faire ce genre d'exercice, et c'est pour ça que je le fais maintenant, c'est pour vous montrer comment faire sur Bubble. Alors, pas forcément un blog, ça peut être plein de types d'applications différentes, mais en tout cas, le blog, c'est un bon exercice pour comprendre la base de comment fonctionne Bubble. Okay. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. En tout cas, on va aller le plus loin possible. Je ne dis pas qu'on va tout finir aujourd'hui, mais on va créer un blog comme ça. Donc, avec la possibilité, quand on survole catégorie, d'avoir des catégories comme ça, des posts avec des catégories, d'avoir une section ici avec un blog, enfin un article qui est vraiment mis en avant ensuite des autres. Là ici, avoir des blogs qui sont numérotés. Voilà. Non, je dis des blogs, excusez-moi. C'est des articles qui vont être numérotés. Et bon, après tout le reste, ça reste un petit peu redondant, peut-être, parce que finalement, c'est que de l'affichage de blog d'articles qui est un petit peu différent. Mais voilà. On va essayer de le faire et on va essayer surtout de l'améliorer au fur et à mesure du temps, ce truc-là. Donc là, ça va être compliqué. Hein. Si vous pouvez essayer de me suivre, mais ça va être compliqué. C'est pour ça que là, pour le moment, c'est vraiment du live. Et donc, ça veut dire que je peux me tromper, il peut y avoir des erreurs. Normalement, il ne va pas en avoir, mais on est en live, donc tout est possible. C'est pour ça que c'est enregistré, c'est pour que vous puissiez le refaire après tranquillement de votre côté, avec du temps, mettre pause si vous avez envie, voilà, à votre rythme, tranquillement. Hop. Qu'est-ce qu'il a, David? Ok, salut David. Je regarde est-ce qu'il y a des messages. Bon, je pense que lui il se trompe un peu là. Il m'envoie un lien sur mon propre Discord comme si je le connaissais pas. C'est un peu marrant. Bref. Ok, donc les gens commencent à arriver. Voilà, on va commencer. Salut Benjamin. Là, ça commence à arriver en masse, c'est bien. Salut Benjamin. Salut Olivier. Rebonjour. Donc c'est parti, je vous disais, le but d'aujourd'hui c'est de reproduire un blog. Et je vous dis pas qu'on va arriver à 100% du blog, parce que sur Bubble il faut tout faire de A à Z, comme je le disais.
C'est à nous de tout créer, mais on va essayer de reproduire cet effet-là. Donc on a un blog avec des articles qui sont numérotés, avec des catégories. Lorsque je passe ma souris dessus, je vais pouvoir voir ici différents articles de blog. On va voir comment on fait cet effet-là de switcher entre un mode light et un mode dark. On peut faire ça aussi sur Bubble. Et puis voilà. Et on va faire du responsive aussi. Ça veut dire que là, actuellement, attendez, j'accepte tout le monde, ceux qui arrivent. Ok, c'est bon. On va faire du responsive aussi. Alors, là, ici, c'est le blog en écran ordi, mais plus je vais réduire, vous voyez, et là, je vais avoir un écran, voilà, sur mobile, ça va donner à peu près ça. On va s'amuser vraiment à refaire ça. Donc c'est bien, il y a plein de gens qui arrivent. Salut Farid. Salut les autres, Funky Dog, salut. Voilà. Donc c'est parti, on a à peu près 1h20, 1h30 maxi pour refaire ça. Donc, bien sûr, il faut avoir un compte Bubble, il faut se connecter à son compte. Moi, je suis connecté actuellement sur un compte où, vous voyez, j'ai 176 applications. Donc, ça va. Niveau pratique, il y a d'expérience. Donc, je vais créer une nouvelle application et je vais l'appeler Blog Live Session. Voilà, ça va être le nom de mon application et je fais Get Started. Je répète pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont tout nouveaux sur Bubble, ils n'ont jamais vu comment ça fonctionnait. Bubble, quand je crée une application, j'ai plusieurs choses qui sont livrées avec. Déjà, j'ai un hébergement. Mon hébergement, il est livré avec mon application. En plus de ça, j'ai une base de données. Tout ce que je fais là, c'est avec un compte gratuit, Emmanuel. Tu n'as absolument pas besoin de payer et tu peux refaire la même chose que moi. C'est tout gratuit. Donc, qu'est-ce qui est livré avec l'application? On a un éditeur. On a un éditeur sur lequel, ici, on va pouvoir mettre des éléments. Ouais, on a plein d'éléments ici qui sont possibles. Je vais les utiliser pendant la démo. On a bien sûr ici une base de données qui va être livrée. On a une base de données avec une table user. Et la table user a un seul champ. Dans le champ, on a juste l'email. J'autorise Margot. Voilà. Donc, on a l'éditeur, on a la base de données avec, salut Margot, avec une table user. La table user, on a un seul champ, un champ email. On a aussi des workflows. Des workflows, c'est quoi? C'est des actions. C'est vous qui allez programmer toutes les actions que vous souhaitez faire à vos utilisateurs. C'est vous qui programmez tout. Et on a aussi ici une partie avec les back-end workflows. Et les back-end workflows, c'est quoi? C'est tout simplement la partie des actions qui vont s'exécuter côté serveur. Donc, tous ceux qui ont fait des formations avec moi, vous savez ce que c'est le front-end, vous savez ce que c'est le back-end, on l'avait déjà défini ensemble. Okay, donc, Bubble propose de faire du front-end et du back-end, avec la base de données qui est ici. Donc, c'est parti. Nous, on veut reproduire ça, ici. On veut reproduire ce blog. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous répète, pour ceux qui n'étaient pas là, dans le Discord, dans le salon live, je vous ai mis un fichier à télécharger pour reproduire le blog. Ce fichier, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et qu'est-ce que vous allez voir en cliquant dessus? Vous allez voir toutes les images que je vais utiliser. Voilà, toutes les images qui sont là, c'est des images que j'ai pris du blog qui est là derrière. Et je les ai enregistrées sur mon ordi et je vous les donne pour que vous puissiez reproduire ensuite de votre côté cet exercice. Donc, première chose à faire quand on arrive sur Bubble. Après, quand vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre aussi. Première chose quand on arrive sur Bubble, c'est que ici, on va changer le titre de la page et je vais l'appeler Verta. Verta, c'est quoi? C'est tout simplement le nom du blog ici. Donc, je l'appelle Verta. Au niveau de la couleur de fond, on est sur une couleur blanche partout, donc je n'ai rien à toucher. Je suis déjà en blanc ici. Je touche à rien. Au niveau du layout, c'est là où on va configurer un petit peu l'interface. Et nous, je voulais dire, on va faire du responsive. Donc, au niveau du layout ici, pour faire du responsive, on passe notre page en colonne. Au niveau de la largeur de la page, on va passer en 1280 pixels. Voilà. C'est une largeur qui est assez standard et que vous pouvez utiliser pour toutes vos applications. Vous mettez 1280, vous êtes dans les standards, c'est OK. Nickel.
Donc là, ma page index, ça va être ma page d'accueil, elle est configurée pour que je puisse commencer à travailler. Donc on va refaire cette partie-là. On voit que ça, c'est tout ce qu'on appelle le header. C'est l'entête du site. D'accord? C'est l'entête de la page. Eh bien, ce header, il est décomposé en deux sections. On voit qu'il y a une section haute, avec un bouton, un logo et une barre de recherche, et une section basse, avec un menu, ici, et des actions sur le côté. Donc on va refaire ça. On va essayer d'aller vite, parce que je vous dis, on n'a pas non plus toute la journée pour le faire. Toute la soirée même, pour vous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bubble, ça fonctionne avec des groupes. Ce sont des groupes dans des groupes dans des groupes. D'accord? Ce sont des blocs dans des blocs dans des blocs, si vous voulez. Un groupe, c'est un bloc, c'est une section. Donc, je mets un groupe ici, et ce groupe va contenir tout l'entête de mon site. En anglais, l'entête, on dit un header. Dans le layout, ici, je suis en colonne, c'est parfait. J'ai plein de petits réglages. Je vais essayer de l'expliquer un peu au fur et à mesure, mais le but aussi, c'est que vous revoyez les replays des sessions 1 et 2, dans lesquelles je vais aussi en détail. On a une largeur minimum, 40, et une largeur maximum, une hauteur minimum, pardon. Pour le moment, je vais mettre 200 pixels pour être large. Voilà. Là, mon en-tête fait 200 pixels de haut. Nickel. Je vous ai dit qu'il y avait deux sections, une section haute et une section basse. Ici. Donc, je vais prendre un nouveau groupe, et je vais le placer dans mon header. Le groupe, il s'appelle le groupe B, et je vais l'appeler la section top, pour dire que c'est la section du haut. Dans la section top, on voit que j'ai un bouton, un logo et une barre de recherche. Donc c'est parti. Pour pouvoir mettre les trois éléments l'un à côté de l'autre, je vais devoir passer pas en colonne, mais en row, en ligne, en rangée. Je vais aligner les éléments l'un à côté de l'autre. Donc c'est une row. Et ici, c'est parti. On a dit que j'avais un bouton. Donc le bouton, il est là. Button, je mets un bouton. On va vouloir reprendre exactement les mêmes couleurs. Donc, on voit que le bouton, il a une couleur bleue comme ça. Donc, vous allez sûrement vous demander, mais comment tu fais pour prendre les couleurs des sites? J'ai une extension Chrome que vous pouvez installer qui est gratuite et qui s'appelle ColorZilla. Il me semble que c'est ça là. Ouais. Ça s'appelle ColorZilla, l'extension Chrome. Vous l'installez et avec un petit raccourci clavier, on peut choper les icônes, pardon, pas les icônes, les couleurs. Voilà. On peut choper les couleurs d'autres sites. Donc moi ici, je vais remplacer cette couleur bleue par défaut de Bubble par la couleur que je viens de prendre avec ma pipette. La couleur bleue de Bubble, je la remplace partout, dans les styles, dans les variables. Voilà. Ça veut dire que mon bouton, il a la même couleur que ce bouton-là maintenant. Et le texte à l'intérieur, c'est subscribe. Subscribe, voilà. On voit par contre que le texte est affiché un peu plus petit, donc je le fais un peu plus petit. Et au niveau de la hauteur, il fait 44 pixels, moi je vais mettre à 35 pixels. Voilà. C'est un bouton qui est un peu plus petit, vous voyez. Ça va ressembler à celui-là. Au milieu de la section top, j'ai une image. Donc, parce que c'est un logo. Donc, un logo, c'est une image. Donc, je vais chercher image ici. Je prends l'image et je la place sur la section top. Il est marqué image 1, je vais le renommer en logo. Dans le statique image, ici, on va aller chercher dans le dossier blog. Vous allez voir qu'il y a un logo qui s'appelle logo main Verta. Je clique dessus. Donc là, il est comme ça, il est grand, ça va pas. On peut lui donner une dimension différente. Je vais essayer à 120 sur 80. 120 sur 80. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je crois que je vais enlever un petit peu des hauteurs. Voilà. Plutôt comme ça. 120, 60, ça me semble bien. Et on va l'aligner au centre verticalement. Donc il y a plein de réglages que je fais. Si vous ne les comprenez pas, encore une fois, je vous conseille d'aller voir les replays 1 et 2 que j'ai fait. On explique un petit peu plus les bases. Là, le but, c'est d'essayer d'avancer un petit peu sur le blog. Et ensuite, on voit qu'ici, on avait une barre de recherche où on peut entrer un mot-clé. Ok, donc, on va refaire ça. Pour refaire ça, je vais prendre un groupe et je vais le placer dans ma section top. Donc, vous voyez que là, je viens dans ma section top qui est là. On a une arborescence ici. On a le header, la section top, et à l'intérieur, j'ai 3 éléments dans la section top. Donc là, j'ai mon groupe qui s'appelle le groupe C. Je vais le renommer en
en search. Voilà, en search, en recherche, ça va être la recherche. Et ici, je vais mettre à l'intérieur un élément qui s'appelle la search box. D'accord? C'est un champ de recherche. Je le mets dans mon groupe qui s'appelle search. Là, j'ai la search box, je vais l'appeler search box article. On va vouloir chercher des articles de blog. Donc des articles sur notre blog. Mais pour le moment, j'en ai pas les articles, donc c'est pas grave. Je mets search box article. Je laisse comme ça, je ne touche à rien. Et on voit que à l'intérieur de cette search box, on a une icône ici. Donc comment je vais faire pour placer une icône à l'intérieur de ça? Parce que je peux pas. J'ai pas d'option pour le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que mon groupe search, je vais le placer pas en colonne, mais je vais le placer en align to parent. Align to parent, c'est une méthode, comment je vais dire, c'est un modèle qui va vous permettre d'empiler les éléments l'un sur les autres. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une démo. Mon groupe search, il contient ma search box, et à l'intérieur, je vais prendre une icône et je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Et là, vous voyez que cette icône, j'ai la possibilité, ça c'est nouveau, vous ne l'avez pas encore vu, de le mettre en haut à droite, en bas à droite, sur le côté, au centre. Je peux le mettre dans n'importe quelle position que je veux. Pourquoi? C'est uniquement parce que mon groupe search, je l'ai mis en align to parent. Donc, je le mets en position alignée aux parents. Donc, l'icône, je peux l'aligner où je veux par rapport à son parent. Le parent, c'est qui? C'est le groupe search. Okay, donc là, je le mets par ici et on va le décaler de 10 pixels à droite. Voilà. Donc là, pour moi, c'est une étoile, ça n'a rien à voir. Moi, je peux aller chercher une icône avec une petite loupe, une loupe de recherche que je vais mettre en noir. Voilà. Donc là, il est marqué Start Typing. Moi, je vais marquer plutôt rechercher un article. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, bon, vous avez vu que ici, dans le site, on a un élément à gauche, un au centre et un à droite. On peut faire ça aussi. Je peux le mettre sur ma section top. Et au niveau, ici, de l'alignement, regardez, si je mets au centre, tous mes éléments se centrent dans la section top. Si je mets à droite, ils vont tous à droite. Et si je mets space between, eh bien, j'ai ce que je veux. Ça veut dire ça à gauche, ça au centre, ça à droite. Donc voilà, là je suis content, j'ai rien d'autre à toucher. Ça, je peux mettre la même dimension que mon bouton, 35 pixels. Ça ici, si vous trouvez que c'est trop grand, on peut encore le modifier. Mais pour le moment, ça me va bien. Ok, donc là, j'ai déjà fait la première petite section ici. Maintenant, on va faire la deuxième section. On va faire la section qui s'appelle la section bottom. Donc, je replie la section top. Je vais chercher un groupe. Le groupe, je le mets aussi dans le header. Et je l'appelle section bottom. Voilà. C'est-à-dire la section du bas, en fait. Au niveau de la hauteur, je vais juste mettre 60 pixels, un peu plus large, un peu plus haut, pardon, pour avoir tout ça. Donc ici, on voit que j'ai une icône. Ici, on voit que je vais avoir des liens. Ok. Et ici, je vais avoir des actions. Voilà. Donc on va refaire ça. On va essayer de le faire rapidement. On va chercher une icône. L'icône, je le mets dans la section bottom. Je cherche une icône de type menu. C'est bien cette icône-là. Je la mets en noir. Ici, j'ai mon icône. La section bottom, j'ai oublié qu'il va falloir aussi la mettre en layout row, parce qu'on va vouloir aligner encore des éléments l'un à côté de l'autre. Je mets en row, et cette icône de menu, je viens la centrer verticalement dans mon groupe bottom. Voilà, là, elle est bien centrée. On peut l'agrandir un peu, hein, si on veut. On peut mettre 32, 32, voilà. Ici, je vais avoir tout mon menu. Donc, tout ça, c'est des liens de menu. Donc, pour faire ça, je prends un nouveau groupe que je place dans la section bottom. Je vais l'appeler menu. Ça va être également une row parce que je vais avoir plein de liens qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, ça va être aussi une row. Et je viens la centrer verticalement dans la section bottom. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à mettre du texte. Donc, je mets du texte et je me rappelle plus ce qui était marqué. Démo, feature, post, catégorie. Okay. Donc, c'est tout écrit en majuscule. Donc, démo. On vient le centrer. En fait, je fais le design sur un texte et après, j'aurais juste à aller copier-coller. Voilà.
Donc, c'est en 16 pixels, en gras, en graisse, c'est 400, et la couleur, c'est une couleur noire. Voilà. Donc, mon démo, il est bon, et j'ai plus maintenant qu'à dupliquer et remplir par les textes. Donc, feature. Maintenant, pendant que je fais ça, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions. Catégorie. Shop et Buy Now. Et voilà. Donc là, ici, mon menu, j'ai mes... Ah bon, j'avais encore une petite icône. On va mettre cette icône ici. Donc je vais prendre celle-là, je la copie, je la mets à l'intérieur du menu, et on va changer d'icône. Donc là, je me rappelle plus que... Bah voilà, je l'ai trouvé, elle est là. C'est 3 petits points comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut dans ce groupe menu. Donc ce que je vais faire, c'est que, vous voyez qu'il va trop loin. Là, il prend toute la largeur, ça va pas. Moi, je veux qu'il s'arrête à la fin de mon icône. Et donc pour ça, j'ai une option qui s'appelle Fit with to Content. Si je coche la case, regardez, je vais cocher la case, toc, le groupe menu s'arrête là où mon icône s'arrête. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et ensuite, je vais en groupe tout à droite avec des actions comme ça. Donc c'est parti. On reprend un groupe. Vous voyez, hein, c'est comme je vous l'ai dit, dans Bubble. En fait, je dis dans Bubble, mais c'est même dans le développement traditionnel. Tout est un groupe, en fait. Tout est en bloc. Tout est imbriqué en bloc. Ça, je vais l'appeler action. Et à l'intérieur, vous avez fait attention, j'ai un petit groupe ici qui me permet de faire ça. Donc, de passer du noir au blanc. Donc, on va peut-être pas le faire tout de suite, ça, mais en tout cas, on va designer la fonctionnalité ici. Donc ça, je vais l'appeler Dark Mode, ce groupe. C'est pour passer en mode sombre. Donc, j'ai déjà une icône. J'ai une icône qui va ici. Et l'icône, c'est une icône de soleil. Donc, je cherche le sun, soleil. Je mets un noir et je le centre. Il faut que je mette une euro. Le dark mode, c'est une euro. Et je le centre. Ensuite, pour faire cet effet de switch, là, ça, on a un truc qui est possible. On rajoute un plugin ici. On va dans l'onglet plugin. On ajoute un plugin et vous cherchez switch. Switch. Et le premier, switch toggle. On installe ça. On a juste à l'installer. Ce qui fait que maintenant, quand on l'installe, on a ici, tout en bas, dans les input forms, tout en bas, on a un truc qui s'appelle switch, que je vais pouvoir placer ici. Voilà. Et on peut changer les couleurs. Donc, par exemple, on va dire que quand c'est off, on va mettre une sorte de gris. Voilà. On veut pas forcément avoir de bordure. Donc, les bordures ici, je mets à 0. Les bordures là, je mets à 0. Voilà. Et on va le centrer comme ça. Nickel. Je duplique mon soleil. Je fais next pour qu'il passe après le switch. Et je vais chercher une lune. Donc, dans la librairie matérielle, j'ai pas de lumière. Enfin, j'ai pas de lune, pardon. Et dans phosphore, là, j'ai une lune. Donc, je prends la lune. Voilà, top. Et mon groupe Dark Mode, encore une fois, il prend toute la largeur possible. Mais moi, je veux qu'il s'arrête juste après la lune. Donc, je fais Fit with to Content activé. Voilà, nickel. Donc là, j'ai mon Dark Mode qui est fait, déjà. Ensuite, on a un bouton Follow. Donc, le bouton Follow, on prend un texte ici et on le copie à l'intérieur. Et on va écrire Follow. Et ensuite, on a quoi? On a un panier. On va faire une icône de panier. L'action, je ne l'ai pas mis en RAW, c'est pour ça que ça déconne. Là, je prends une autre icône, je la mets à la suite, et on va chercher un sac, comme pour faire un panier, un bag. Voilà, on prend un petit sac pour faire comme un panier. On prend le groupe action, et on dit qu'on veut l'arrêter après la dernière icône. Tac, voilà. Là, j'ai fini la section bottom. Salut Jeff. Alors, les replays c'est dans le Discord. Ils vont dans le Discord, les replays, oui. Je maîtrise pas trop les groupes. Tu dupliques comment? CTRL-D, je crois. La logique des groupes est un peu galère. Alors, j'accepte tout le monde. Salut Jeff, pas de problème. Donc, on fait des groupes dans des groupes. Vous avez vu, je mets des blocs dans des blocs. Ça, c'est la base de la base. C'est pas galère. Ce qui est galère, c'est de savoir quel type de layout tu vas utiliser.
est-ce que tu vas utiliser une colonne, une row ou un align to parent? C'est ça qui est un petit peu plus galère. C'est qu'avec la pratique que tu vas vraiment savoir. Mais en fait, si tu veux, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les lives. Les lives sont dans le Discord au niveau du salon live. Ici, tu as la rediffusion de la première session qu'on a fait. Donc, il y a 2 parties. Ça, c'est la rediffusion de la première partie. Et là, tu as la rediffusion du live 2 de la deuxième session. Donc, si vous regardez ces vidéos-là, vous allez avoir un petit peu, enfin même beaucoup plus de détails sur ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire sur les groupes, sur tous les groupes, les layouts que je suis en train de changer, je l'explique beaucoup plus en détail là-dessus. Donc, vous allez avoir plus de notions. Là, si vous avez fait attention, mon menu, j'ai tous mes liens, ils sont là, mais ils sont tous collés, quoi. Il n'y a pas d'espace entre les liens, ça va pas. Donc, dans Bubble, on a une option qui s'appelle ici, donc sur mon groupe menu, j'applique un espacement, un gap, en fait, un espacement entre chaque élément. Oui. Et combien je vais appliquer? On va essayer avec 12 pixels. Voilà, vous faites 12 et 12. Tac. Vous voyez, ça vient de m'espacer. Tous les éléments sont espacés de 12 pixels. Maintenant, on va faire pareil ici sur, pardon, je zoome trop, sur le groupe action, on va faire pareil. Appliquer un gap spacing, oui, 12 et 12. Voilà. Donc là, j'ai le même espacement entre là et là. Et maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est dans la section bottom, faire comme ce qu'on avait fait au top, c'est-à-dire je prends la section bottom et je fais un space between. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mon menu qui est centré, ça qui est bien à droite, cette icône qui est bien à gauche. Mon header, à la base, je lui avais donné 200 pixels pour avoir de la place pour travailler. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin de 200 pixels puisque j'ai besoin qu'il s'arrête simplement à la section bottom. Donc, au lieu de 200, ici, vous mettez 0 et il va s'adapter jusqu'à ma section bottom. Voilà. Il prend aucune hauteur supplémentaire. Ici, sur l'exemple, salut Jeff, t'as vu, on refait un blog là aujourd'hui, on refait ce blog là. Un blog qui existe sur WordPress. Vous avez peut-être fait attention, mais ici les sections, elles sont divisées par une petite bordure là. Donc on va la refaire cette bordure. Dans la section top, vous allez faire un truc, c'est on va pouvoir définir chaque bordure de façon indépendante. On va cocher l'option et on va ajouter ici une bordure en bas. Vous faites solide et la couleur qu'on va mettre, ça va être D1, 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 D1. Ça, c'est la couleur de la bordure. Je fais pareil dans la section bottom. J'applique une bordure de façon indépendante. En bas, je fais solide et je fais D1, D1, D1. Vous voyez, là, on le voit déjà sur l'affichage. Vous voyez ici qu'on voit les bordures qui se sont appliquées. On voit aussi un truc, c'est que le logo, là, il est collé à la bordure. Ça ne va pas. Du coup, dans la section top, ce que je vais faire, c'est que, dans le logo, je vais laisser un petit peu de marge en bas. Donc ici, on a un truc qui s'appelle margin, c'est les marges en haut, en bas, sur les côtés. Donc en bas, je vais laisser 20 pixels. Vous voyez, ça vient de me laisser 20 pixels de séparation entre le logo et le bas, ici. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire un aperçu de notre site pour aller voir comment on le voit vraiment dans un navigateur. Parce que depuis tout à l'heure, je suis resté sur l'éditeur. J'ai pas été visionner comment ça se passe dans un vrai navigateur. Donc, on a un petit bouton play ici. C'est un bouton d'aperçu. Et quand vous cliquez dessus, vous allez vraiment voir votre résultat. Voilà. Vous voyez que pour le moment, j'ai ça comme résultat. C'est pas mal, mais c'est pas exactement comme ici. Parce que là, on voit que tout ça, c'est contenu. C'est contenu à une certaine largeur. Alors que moi, vous voyez qu'actuellement, tout prend toute la largeur. Ça va pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un petit truc. On va prendre le bouton, le logo et, pas ça, mais le groupe search qui est derrière. Donc, en fait, dans la section top, je prends les 3 éléments et on va les grouper. On va faire clic droit. Je vais les grouper dans une row. Vous allez voir pourquoi. Cette row, je vais l'appeler container.
Je vais dire qu'elle va faire 1280 pixels. C'était la largeur que j'avais demandé à ma page par défaut. Ma section top, je peux la repasser en colonne. Le container, je peux le mettre en space between. Et je peux l'aligner au centre. Vous allez voir déjà ce que ça fait, ce que je viens de faire. Voilà. Ici, je suis resté à 1280 pixels. Mon contenu est fixé à 1280 pixels. Mais par contre, la ligne qui est sur la section bottom, elle prend toute la largeur. C'est exactement le résultat qu'on a ici. On a une ligne qui prend toute la largeur, mais le contenu fait 1280 pixels. Donc, je l'ai fait sur la section top, je dois le faire maintenant sur la section bottom. Donc, je vais prendre l'icône, je prends le menu et je prends l'action. Et ces trois choses, je fais un clic droit, je groupe tout ça dans une row, voilà. Je l'appelle container, je fais space between, je le mets à 1280, et la section bottom, au lieu d'une row, je la replace en colonne. Mon container, ça veut dire que si son parent, c'est une colonne, ici, je peux l'aligner horizontalement au centre. Et là j'ai mon résultat exactement, voilà. J'ai exactement le résultat que je veux ici. La seule différence, c'est qu'ici, ils ont laissé de l'espace. Moi, j'ai pas laissé d'espace. Vous voyez, c'est tout collé. Donc, je peux laisser de l'espace facilement en faisant, par exemple, tac, tac. Je peux dire, par exemple, dans ma section top, je veux laisser 30 pixels en haut. Et là, vous allez voir que je peux actualiser cette page et j'ai bien 30 pixels en haut. Voilà. Donc là, ici, j'ai exactement le menu comme chez eux. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié de faire. Attendez, je regarde au cas où. C'est la section bottom, voilà. On va la remettre à 0. Tac. Voilà. Je sais que j'ai été vite. Hein. Je sais très 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 bien que j'ai été vite. Mais c'est bien sûr, c'est d'habitude. Et ouais. Ok Margot, je sais que t'es partie. Mais tu peux vraiment reprendre les premiers replays. Ça va aider à comprendre, parce que là, je vais très vite. Mais c'est vraiment pour vous dire que quand on a l'habitude, on va très vite sur Bubble. On va très vite et on peut créer des choses vraiment de façon incroyable. Je vais m'arrêter là 2 secondes pour vous montrer que notre barre de recherche ici fonctionne. Sauf que là, je peux mettre n'importe quoi dedans, elle ne va rien afficher. Elle sait pas quoi chercher. Donc, ce que je vous propose, avant de continuer ici à faire cette partie-là, ce que je vous propose, c'est de créer des articles de blog dans la base de données. Parce que actuellement, notre base de données, ici, dans la data, c'est vide, il n'y a rien. On n'a que des utilisateurs. Et dans Bubble, vous le verrez dans les lives précédents, où est-ce qu'on va chercher la donnée dans Bubble? On va la chercher dans App Data. L'onglet App Data, c'est lui qui va vous montrer tous les enregistrements de votre base de données. Vous voyez que pour le moment, j'ai tous les utilisateurs, il est marqué 0. J'ai personne. Donc, ce que je dois faire, c'est je dois aller créer une nouvelle table. Sur Airtable, on crée une nouvelle table. Sur Glide, on crée une nouvelle table. Sur Bubble, on crée aussi une nouvelle table. Sauf que ça s'appelle un type. New type. C'est comme si c'était marqué New Table, si vous voulez, c'est pareil. Donc ici, on va créer une table d'articles de blog. Article, voilà. Et je crée. Et à l'intérieur, hop. Voilà. À l'intérieur des articles, on va avoir donc différents champs. Je vais avoir le nom de l'article, ça va être un texte. Je vais avoir une description de l'article, qui va être aussi un texte. On va avoir une image de couverture. L'image de couverture, ça va être une image. Voilà. On va avoir une catégorie. Un article peut appartenir à une catégorie. Regardez. Ici, par exemple, cet article-là appartient à la catégorie Advertising. Cet article-là appartient à la catégorie Stratégie. Donc, on va créer des catégories. On a 2 options. Ou bien je crée une catégorie ici.
je crée mes catégories comme une table, ou bien dans Bubble, on a un truc qui s'appelle Option Set, qui va nous permettre aussi de créer des catégories de façon statique. C'est-à-dire que quand je crée une catégorie ici, c'est une catégorie que je ne vais pas pouvoir modifier depuis mon application. Je pourrais la modifier que ici. Là, j'entre pas en détail pour pas complexifier les choses. Mais regardez, je crée stratégie, advertising. Ils ont un truc qui s'appelle social. Ils ont un truc qui s'appelle content. Ils ont un truc qui s'appelle idée, je pense, management aussi. Voilà, je crée quelques catégories. Quelques-unes. Et maintenant, je pourrais dire que mon article appartient à une de ces catégories, une ou plusieurs même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire l'article, je crée un nouveau champ, on va l'appeler catégories au pluriel, puisque, je l'ai dit, un article peut appartenir à plusieurs catégories. Donc, je fais OS catégorie et je coche que ça, c'est une liste. C'est une liste de catégories. Et je crée. Voilà. Un article va avoir un auteur. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, on voit l'auteur. Qu'est-ce qui a créé l'article? Johanna, Elliot, etc. Et donc ça, sur Bubble, j'ai pas besoin de le créer. Il est déjà marqué ici, le créateur. C'est l'auteur de l'article. La date de création, j'ai pas besoin de le créer. Il est déjà marqué ici, created date. Donc j'en ai pas besoin. Parce que ici, il vous indique la date de création, ici, là. Donc moi, ça, je l'ai déjà. C'est dans ma base de données. J'ai le créateur et un métier. Donc avec ça, pour le moment, je suis bien. Mais je vais rajouter un autre truc. Je vais rajouter un système de like. On va dire qu'on va pouvoir liker des articles. Donc comment on fait ça? J'ai une table utilisateur ici. Ok? Donc dans la base utilisateur, on va rajouter que les gars, ils peuvent avoir un prénom. Un utilisateur peut rentrer son prénom. Il peut rentrer son nom aussi, pourquoi pas. Il peut rentrer son nom de type texte. Et il peut rentrer son email. Et bien sûr, un utilisateur va créer des articles. Donc, un utilisateur va être lié à des articles. Donc, j'écris article. Le champ ici, c'est le type article. Et c'est une liste. Là, ce que je suis en train de faire pour expliquer à ceux que j'ai eu aujourd'hui en formation, ce que je suis en train de faire, ça c'est une relation. Les relations qu'on faisait par exemple sur Airtable, liées à une autre entrée, c'est comme ça qu'on fait sur Bubble. On met un nom et on va chercher, ça c'est la base de données, on va chercher une table. Moi, je vais lier ça à ma table article et je vais dire que ce champ est une liste d'articles. Et je crée. Vous voyez, il est marqué ici maintenant. Dans un utilisateur, il peut avoir une liste d'articles. Voilà. Donc pour le moment, c'est tout. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais avoir un système de like sur mes articles. Donc je vais rajouter ici like. Et le like, ça va être quoi? Ça va être une liste d'utilisateurs. User list. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va mettre un like, je vais le comptabiliser. Enfin, chaque personne qui va cliquer sur le bouton pour mettre un like, je vais le comptabiliser comme quelqu'un qui aime l'article. Donc du coup, si quelqu'un aime l'article, ça va me faire mon système de like. Enfin, vous allez voir un petit peu après. Voilà, donc ma base de données, elle est prête. Là, j'ai fait la structure de la base article et j'ai créé des catégories. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais configurer ma search box, le champ de recherche ici, je vais le configurer pour qu'il aille me chercher les articles en base de données. Donc, je clique sur search box, je vais dans define list of options et je vais chercher le type article. Sur quoi il doit se baser pour chercher un article? Sur le nom de l'article. Voilà. J'ai que ça à faire. D'accord? J'ai que ça à faire. Je vais actualiser. Là, pour le moment, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai pas d'article en base de données. Donc, le but, c'est qu'on va créer une nouvelle page et cette nouvelle page va me permettre de créer des articles. Donc, je vais faire nouvelle page. Donc, c'est une web page. Le nom, ça va être new post pour dire comme nouvel article. Je fais un new post. C'est une nouvelle page, toute nouvelle page, blanche. Je la configure comme d'habitude. Je vais l'appeler ici créer un article. Ça, c'est le nom de la page. Au niveau du layout, je vous l'ai dit, c'est toujours colonne et c'est toujours 1180. Voilà. Et au milieu de cette page, on va créer un formulaire.
le formulaire, j'en ai déjà créé un autre. Je vais le copier-coller juste pour aller vite. Parce que ça, c'est pas très compliqué. Je vais copier tout ça avec les workflows et je vais le coller ici avec. Attends, il y a Google Meet qui me gêne. Je colle avec les workflows. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé quoi? J'ai créé un petit formulaire. Donc, il y a un container. C'est un container comme je vous ai montré tout à l'heure. Dedans, j'ai un texte. Texte crée un article. Et à l'intérieur, j'ai des groupes. Des groupes de type colonne qui contiennent un texte et un input. L'input, vous allez le trouver tout en bas. Là, il est marqué input form, input, ça. Un input, c'est quoi? C'est un champ. Donc là, c'est pour ajouter le champ du nom de l'article. Donc input name de type texte. Ici, j'ai mis un drop-down. Un drop-down, vous l'avez déjà vu dans les formations avec moi, c'est un menu déroulant. Là, drop-down. Et là, c'est un drop-down de type catégorie. Là-dessus, je vais pouvoir aller chercher toutes les catégories que j'ai besoin. Là, ici, la description. Pour la description, vous allez rajouter un plugin qui est un peu plus cool. On fait ajouter un plugin et on va chercher Rich Text Editor. Rich Text Editor. Et on installe. Voilà. On n'a rien d'autre à faire. Je retourne sur mon design. Et ici, vous avez un nouveau truc qui est apparu qui s'appelle le Rich Text Input. Donc, je prends le Rich Text Input et je le mets à l'intérieur de mon groupe. On va l'appeler Rich Text Input Description. Ça, c'est pour la description des articles. Au niveau, ici, il y a plein d'options. Il y a plein d'options sur lesquelles vos utilisateurs peuvent cliquer pour mettre en forme la description de l'article. Et là, vous voyez que la complexité, elle est en full. C'est-à-dire que j'ai plein d'options. Moi, je ne vais pas leur donner autant d'options. Je vais les mettre en médium. Voilà, ça fait 2 lignes, c'est pas mal. Et au niveau du layout, on va décocher la case. Parce que là, vous voyez, si je mets 100, ce truc, il est limité à 100 pixels de large. Moi, je veux qu'il prenne toute la place disponible. Donc, je décoche la case et il prend toute la place disponible maintenant. Ici, ma page, je vais la faire un peu plus grande, 1200 pixels. Voilà. Là, on a l'image de couverture. L'image de couverture ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un picture uploader. C'est ça. J'ai mis un picture uploader. J'ai mis un titre ici pour glisser l'image de couverture. Et c'est tout. Et en dessous, j'ai mis un bouton. Bouton. Le bouton, vous le trouvez ici. Bouton. Et je l'ai appelé bouton créer l'article. Voilà. Voilà comment j'ai fait ce petit formulaire. Le but maintenant, c'est de faire un workflow. Un workflow, c'est quoi? C'est une action. Je regarde si vous avez des questions dans les commentaires. Non. Donc, on va faire un workflow. Le workflow, c'est quoi? Je vais le supprimer pour vous remonter tout ce qu'on fait. Je supprime tout ça, comme ça on va le refaire et je vais vous montrer c'est quoi. Voilà, le workflow il est vide. Un workflow, comme je vous l'ai dit, c'est l'action. Et comme je vous l'ai dit, l'avantage de Bubble, c'est que c'est vous qui programmez toutes les actions que vous avez envie. Contrairement à Glide ou Softer où tout est à peu près déjà fait, préconçu, et on peut pas sortir de leur possibilité. Là ici, c'est vous qui allez définir toutes les actions que vous voulez faire. Donc sur créer l'article, ici, je vais faire add workflow, c'est-à-dire ajouter une action. Et là, il est marqué quand le bouton créer l'article est cliqué, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller ici, dans créer une action, et je vais aller dans la data. Vous voyez ici, c'est tous les workflows qui sont possibles. Dans les replays précédents, j'explique chaque chose, à quoi ça sert. Je vous invite à aller les voir. Mais là, ici, moi, je veux créer un nouvel article. Donc, je vais dans data, créer une nouvelle chose. Je clique sur ça. Et il me dit, tu veux créer quoi? Je veux créer un article. Et donc, du coup, ici, j'ai tous les champs qui sont, tous les champs que moi, j'ai créés dans ma base de données. D'accord? Donc, la catégorie va provenir de la valeur du menu déroulant ici. Donc, je vais faire catégorie. Là, on va ajouter une liste de drop-down catégorie value. Voilà. Dans la description, mon truc qui s'appelait Rich Text Input Description. Rappelez-vous, c'est cet élément-là que j'ai placé tout à l'heure. Donc, je mets la valeur de la description.
Dans l'image, c'était un picture uploader, donc je mets sa valeur ici. Les likes, j'ai pas besoin de le mettre maintenant, je l'enlève. Et le nom, c'était mon input avec le nom de l'article. Et si j'ai une erreur, Bubble vous met les erreurs en rouge et vous indique ici c'est quoi votre erreur. Il me dit que la valeur devrait être une liste de catégories, mais maintenant j'ai choisi qu'une seule catégorie. En effet, on va juste mettre le add. Ici, il m'a montré l'erreur. Je change, j'ai plus d'erreur. Donc là, je suis en train de créer un article dans ma base de données. Rappelez-vous que je vous ai dit aussi que les utilisateurs, un utilisateur contient ou possède des articles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je crée un article et sur l'utilisateur qui est actuellement connecté, donc c'est-à-dire le créateur de l'article, sur le créateur de l'article, je vais lui rajouter l'article qu'il vient de créer. Donc je vais faire make change to current user. C'est-à-dire quoi? Je fais une modification sur l'utilisateur courant. Je prends les articles qu'il a et je lui rajoute celui qu'on vient de créer auparavant, dans la step 1. Voilà. Donc je crée l'article. Sur mon user, je lui ajoute l'article qu'il vient de créer. Et ensuite, je vais pouvoir, pourquoi pas, vider les champs. Je vide les champs et on va diriger l'utilisateur vers la page index. C'est la page d'accueil. Vous voyez, donc là, je viens de faire 4 actions, l'une à la suite des autres. Et vous allez voir ce que ça fait. Donc je vais dans mon site, je vais sur la page qui s'appelle New Post, c'est la nouvelle page qu'on avait créée ensemble, New Post, j'actualise, et j'arrive sur la page qui s'appelle Créer un article. Le nom de l'article, on va aller ici, donc ça c'est l'application, c'est une application que j'ai faite. C'est exactement le blog que je suis en train de vous montrer, sauf que je l'ai fait avant pour entrer de la data, en fait. Et en fait, j'aurais dû faire ça, hein, j'aurais dû... Voilà, ok, là j'ai oublié un champ sur mon article. On va le rajouter. J'ai une description, mais j'aimerais bien mettre ou faire afficher des fois qu'un extrait de la description. Donc j'appelle extrait, c'est un texte, voilà. Et donc du coup, ici, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est rajouter un nouveau groupe. Je vais l'appeler le groupe extrait. Je vais écrire ici le nom de l'extrait. Ah non, mais j'en ai pas besoin de ça. Excusez-moi. Je vais faire mieux. Quand on va créer l'article dans le workflow ici, on a notre description qui est là, Rich Text Input. Et bien en fait, je vais rajouter l'extrait en disant, tu te bases sur la description, sur le Rich Text Input Description Value, et je vais tronquer la description à 100 caractères, par exemple. Et ça va former mon extrait. D'accord? Donc vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Donc là, je prends la description, et je la mets là. Je prends le nom de l'article, il est là. Ça, c'est le nom de l'article. La catégorie, je mets n'importe quoi, advertising. Et l'image de couverture, vous allez aller dans le dossier blog et vous allez prendre n'importe quelle image. Là, l'image se charge, elle est ici, et je clique sur créer l'article. Et là, je suis revenu sur la page d'accueil. Donc, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais si vous allez dans la data, et je rappelle, c'est dans App Data qu'il faut aller voir pour visionner votre base de données, dans tous les articles, j'ai un enregistrement, c'est celui qu'on vient de créer. Il est là. Et là, c'est le nom de l'article, A Comprehensive Analysis of the New Domain Authority. Ça veut dire que si je mets n'importe quel mot qui est contenu dans ce nom, vous voyez, maintenant, la barre de recherche trouve mon article en question. Il est là, il est trouvé. Okay. Donc là, le but, ça va être de remplir un petit peu la base de données avec plusieurs articles. Okay. Donc, on va le faire peut-être un petit peu après, au fur et à mesure. Mais là, en tout cas, on a déjà une bonne base. Ce qu'on pourrait faire, c'est améliorer l'affichage, parce que en responsive, vous voyez, sur mobile, ça fait ça. Si vous vous souvenez, on ne veut pas que ça fasse ça, on veut que ça fasse
ça, en haut, ici. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire du responsive assez facilement. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Déjà, l'appel va terminer en 10 minutes, donc je vais vous renvoyer un nouveau lien. Et vous allez tous aller sur ce nouveau lien. Tac. Copier. Je regarde s'il y a des questions ici. Ok. Non, après c'est bon. Donc, vous pouvez aller sur ce nouveau lien et je vous retrouve là tout de suite. Tu dis c'est tellement fluide, ouais, mais il faut que je vous... Enfin, vous le savez, hein, mais ça fait... On est en 2025. Ça fait 5 ans que je fais du bubble toute la journée. Hein. Attends, tu dis quoi, Jeff? J'arrive pas à voir. On joue pas dans la même cour. Ouais, non, mais c'est pas une compétition. Je vais l'enregistrement ici. Vous devez aller sur l'autre lien. Ici, ça va couper. Dans le Google Meet, tu as une discussion. Tu as une discussion et j'ai mis... David, Benjamin, Olivier, Sheila. Je vais mettre le lien ici provisoirement dans le live pour ceux qui veulent. Nouveau lien Meet, au cas où ceux qui ne le voient pas. Moi, je vais fermer ici. Emmanuel, David, Sheila, il faut bouger. Et moi, je quitte ici. Tac, quitter l'appel. Celui-là, il est terminé. Là, ici, on est ensemble. Accepter. Je repartage l'écran. C'est ça le truc un peu chiant sur Google Meet, hein, c'est que on est limité à 1 heure. Voilà, le temps que tout le monde revienne. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je sais que ça va très vite. Hein. Je sais qu'il faudra du temps pour refaire tout ça. Ça va très vite. Mais le but, c'est que je vous montre un maximum de choses en peu de temps. Tu penses quoi de Allegria et des outils qu'ils proposent? Bah, je pense que tu le sais. Hein. Je pense que c'est très bien pour commencer. C'est très bien pour s'initier au no-code, pour comprendre un peu la logique, comprendre. C'est bien pour avoir quelques automatismes. Ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, à partir du moment où tu veux vraiment travailler pour des clients, bah, tu vas vite être très limité en fait. Tu vas être limité et tu vas pas pouvoir vraiment, comment je veux dire, si tu as un client qui vient te voir avec une maquette qu'il a vraiment designée sur Figma ou sur Adobe XD, avec les outils qu'on voit dans les formations, tu ne pourras pas répondre à cette demande parce que tu ne peux pas personnaliser le design comme tu veux. Tu as vu sur Glide ou Softer, tu es obligatoirement lié à ce qu'il te propose comme bloc, comme section. Là, sur Bubble, c'est beaucoup plus complexe, mais par contre, tu peux faire le design que tu veux. Enfin, vous voyez que là, ce que je suis en train de faire, c'est 100% fidèle au site WordPress. Sur Glide ou Softer, ce serait impossible d'arriver à ce résultat-là. Impossible. Voilà. Et là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est le petit switch là. Vous voyez, quand je switch, on a un petit effet comme sur un iPhone ou un truc comme ça. Donc c'est visuel, c'est pas mal.
Donc, je vous disais que le seul truc qu'on peut améliorer un petit peu maintenant, c'est le responsive. Vous allez voir que le responsive, c'est pas une partie facile. Dans Bubble, c'est pas un truc qui est facile. Et donc, du coup, c'est à nous de l'adapter. Okay, on aimerait bien que plus ou moins, quand j'ai un écran comme ça, plus ou moins, vous voyez, eux, ils sont déjà responsive. Eux, c'est à partir de cet écran-là que, tac, ça passe du menu complet à la version petite responsive. Vous voyez. Donc, on va essayer de faire pareil. Pour ça, on revient sur notre page index, qui est là, ici, et on a donc notre header qui est là. Et depuis tout à l'heure, je suis resté dans cet onglet où il est marqué le UI Builder. C'est là où vous avez tous les éléments visuels pour créer votre page. Et à côté, il y a une partie responsive. Dans la partie responsive, on a ce qu'on appelle des points d'arrêt ou alors des breakpoints ici. Là, c'est sur un ordi. On voit sur un ordi. On voit sur une tablette. On voit sur un téléphone qui est en paysage. Et on voit là sur un téléphone vertical. Vous voyez mon affichage, comment il se change en fonction des résolutions. Moi, je vais dire qu'à partir du moment où je suis sur une tablette, je veux passer sur l'affichage comme eux. Comment je fais? Eh bien, on va devoir faire des conditions. Dans chaque élément, je vais devoir faire des conditions pour les montrer ou pour les cacher, tout simplement. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les mêmes icônes que eux. Parce que là, si vous faites attention, vous voyez, toute la partie du bas ici, là, elle est complètement cachée en responsive. Elle apparaît plus du tout. On a juste un bouton de menu, un logo, ça pour passer en dark mode, et le bouton de recherche. Donc, moi, sur ma section top, qui est là, je vais devoir rajouter, dans la section top qui est là, je vais devoir rajouter des icônes dans le container. Je vais devoir rajouter une icône de menu. En fait, je suis con, j'aurais pu prendre celle-là et la copier et la mettre ici. Voilà, c'est mieux. Donc là, elle s'est mise tout au fond. Moi, je veux que ce soit la première icône disponible. Donc, je fais Make First pour avoir l'icône ici, comme eux. D'ailleurs, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, j'espère, c'est que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre avec que ce site-là. Ce site, je le mets petit. Ça, je vais le cacher. Tant pis, je ne vous verrai plus, mais je le mets ici. Et je fais comme ça, vous voyez. Comme ça, ici, j'ai le site en responsive. Et moi, je vais me calquer sur ça. Donc, ici, je vois que j'ai une icône de menu. Je viens de la rajouter. Cette icône de menu, on ne veut pas qu'elle soit visible par défaut. Au chargement de la page, on ne veut pas qu'elle soit visible. On veut qu'elle soit visible uniquement quand la current page width, c'est-à-dire la largeur de la page, soit inférieure ou égale au format tablette. Le format tablette, c'était 992 pixels. Donc, si je mets 992, il trouve mon format tablette. Je clique dessus. Je clique dessus et tout est en bleu. Donc, si je suis en format tablette, alors je veux que cet élément soit visible. Là, je copie la condition et on va mettre l'inverse ici. Sur le bouton Subscribe, je vais coller la condition et je vais dire, toi, je veux que tu sois visible, que si la largeur est supérieure ou égale à 992 pixels. Et dans le layout, par défaut, on dit qu'il n'est pas visible. Voilà. Maintenant, on va faire cette partie de recherche, donc le groupe Search. Le groupe Search, par défaut, il n'est pas visible. Il est visible que si ma largeur est supérieure ou égale à 992. Et pour compenser ça, on a une icône de lune et une icône de recherche. Donc, je viens chercher une icône, je la mets n'importe où, voilà. Je cherche, je fais search pour avoir une icône de recherche, ici. Je la mets en noir. Je la mets en page visible, non. Condition, quand tu es inférieur à 992, tu es visible. Niveau du layout, je la centre, comme ça. Et avant celle-là, je vais faire dupliquer. Je vais prendre celle-là. On va les grouper ensemble dans une row pour qu'elles soient toutes les deux ensemble. Je vais faire fit with to content pour qu'elles soient
comme ça, proche. Je vais mettre peut-être 8 pixels en haut et en bas. Et sur cette icône-là, on ne va pas dire que c'est une search, on va dire que c'est une lune. Donc c'est la moon. La moon, dans phosphore, je la trouve, elle est là. Voilà. Et donc, elle a pris les mêmes conditions parce que j'ai dupliqué l'icône search, donc celle-là a pris les mêmes conditions. Donc je vous montre maintenant, vite fait, à quoi ça ressemble. Là, ici, attendez, c'est parce que je me suis trompé avec le groupe, là. J'ai mis un groupe derrière. Le groupe J, je l'appelle le groupe, c'est le groupe des icônes. Lui, il n'est pas non plus visible au chargement de la page. Il est visible que quand on est sur une petite résolution. Donc là, j'actualise. Voilà. Donc là, on a notre menu que vous connaissez, le menu d'avant. Maintenant, je diminue mon écran, je diminue, et toc. Là, ici, vous voyez, j'ai mon menu, mon logo et mes deux icônes. Ça, ici, on va le cacher. Tout ça, on va le cacher ici. Donc ça va être facile. Le seul truc que je vais faire, c'est que je vais diminuer la taille de mon logo quand on est sur une petite version. Donc, je prends le logo, je vais mettre quand la largeur est inférieure à 992. Et ici, j'ai la possibilité de marquer la largeur du logo. Vous voyez que par défaut, je suis à 120 pixels. J'avais indiqué ça au départ. Et bien là, je vais diminuer. On va essayer 80 pixels. Donc là, on ne voit pas le changement. Vous ne voyez pas le changement. Pour voir le changement, il faut cliquer ici sur On. Toc. Donc si là, je suis à 80, la hauteur, j'étais à 60. Ben là, je réduis pour voir. Voilà, un truc comme ça. Voilà, 35 pixels à peu près. Non, c'est un peu plus haut. 40 pixels, voilà. 80 et 40. Donc, on réessaye. Vous voyez que là, mon logo a diminué. Ça va. Donc là, il est grand. Là, je fais ça, il est petit, et voilà. Donc maintenant, j'ai juste à venir cacher toute la section qui s'appelle la section bottom. On va dire que par défaut, elle n'est pas visible. Elle est visible uniquement quand ma résolution est supérieure à la tablette. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que le header, non, c'est bon, le header, il est bon. Donc, j'actualise et on voit ce qui se passe. Là, on voit tout. Tac. Et voilà. Là, je ne vois plus qu'une seule ligne avec les mêmes icônes que là. Donc, rappelez-vous que là, ici, j'avais du padding, je pense, par défaut. Pas du padding, d'une marge. Voilà. J'avais mis dans mon container, j'avais mis une marge quelque part. Dans la section top, j'avais mis 30 pixels. Eh bien, on peut dire que quand on est sur une petite résolution, la marge du haut de 30 pixels, on peut la réduire à 12, peut-être. Il faut essayer. Pour essayer d'avoir exactement le même résultat, en fait. Voilà. Là, vous voyez, je pourrais encore enlever des pixels, mais honnêtement, on est assez proche. Voilà, on est assez proche du résultat. Voilà comment on fait un petit peu de responsive. C'est compliqué, ça, ou pas? Vas-y, Rodrigue, on t'a pas entendu. Oui, j'ai dit c'est une question d'habitude après. Hein. Ouais. Ça a l'air simple, mais il faut savoir où aller. Quoi. Ouais. En fait, c'est ça, en fait. C'est que de la pratique. À partir du moment où tu pratiques, mais en fait, il n'y a plus de limite, en fait, après. Accepter David. Ouais. Une fois que tu pratiques, il n'y a plus de limite, c'est ouf. Et tu peux tout reproduire. Enfin, moi, j'ai tout reproduit. Hein, des sites, j'ai reproduit OnlyFans, j'ai reproduit Instagram, j'ai reproduit Amazon, Airbnb. J'ai un site Airbnb, c'est le clone du vrai site. Et avec tous les pas que design, toutes les fonctions qu'il y a derrière, je les ai reproduits. Enfin, voilà, il y a plus de limite. Donc là, cette petite formation gratuite, c'est vraiment pour vous mettre un pied à l'étrier. Bien évidemment, là, j'explique vite. Et bien évidemment, j'ai des formations qui sont payantes où là, c'est beaucoup plus posé. J'explique en détail tout ce qu'on fait. C'est vraiment, là, c'est décortiqué pour que tout le monde comprenne bien. Là, je vais vite parce que le but, c'est de vous montrer les performances du truc. Vous voyez comme c'est fluide en plus. Hein, c'est instantané, c'est fluide, c'est trop bien, quoi. C'est clair. Voilà. Donc là, notre header, il est fini. Je vous montre simplement cette partie-là
qui peut être marrante à voir. La partie du dark mode et du light mode, comme eux ils ont ici. Quand je fais ça, toute ma page passe en noir. Quand je fais ça, elle passe en blanc. Comment on fait ça sur Bubble? Là, il y a une notion qui est un peu plus complexe à prendre en main. Gaël, tu avais commencé à le faire. Pour ceux qui étaient là au dernier live, on a commencé à en parler. C'est ce qu'on appelle des custom states. Des custom states, c'est des états temporaires qu'on va pouvoir stocker dans la page. Donc, regardez le live 2, vous allez mieux comprendre. Là, je vous montre ce que ça fait un custom state. Donc, un custom state, je viens de le dire, c'est un état temporaire. Comment on crée un custom state? Eh ben, on va sur notre page index, donc c'est la page d'accueil. Et ici, on a des petites icônes et il y a un petit i. Et là, il me propose d'ajouter un custom state. Je répète, un custom state, en français compréhensible, c'est un état temporaire que tu vas mettre sur ta page. Cet état temporaire, tu lui définis une valeur et avec des actions, tu vas pouvoir faire évoluer cette valeur. Tu vas pouvoir la modifier. Donc là, on va créer un custom state que je vais appeler dark mode. OK? Et je vais lui dire, est-ce qu'il est activé ou non? Yes ou non? Oui ou non? Je fais créer. Et je vais dire que par défaut, sa valeur, c'est non. Donc, si le dark mode n'est pas activé, bah, je veux que toute ma page soit blanche. Par contre, dans l'index, vous voyez, je vais pouvoir mettre une condition et je vais pouvoir dire que si dans l'index, le dark mode est activé, c'est-à-dire is yes, alors on va changer la couleur de fond. Là, actuellement, j'ai une couleur blanche, mais je vais pouvoir le mettre en noir. Là, je peux faire un aperçu. On, off, on, off. Vous voyez? Donc, ça, c'est un aperçu de ce que je vais vouloir mettre en place. Comment, déjà, on va faire une action? Bah, vous vous rappelez, ici, j'ai une petite icône de lune. Et cette icône de lune, je vais pouvoir dire que je vais faire un workflow. Je vais ajouter un workflow. Dans les actions de Bubble, il y a un truc qui s'appelle Element Action, Set State. Set State, c'est-à-dire initialiser à un état temporaire. Donc, je prends mon élément index, Custom State, il me retrouve mon dark mode, et je vais mettre la valeur sur oui. Okay? Parce que par défaut, il est sur non. Donc là, je lui passe la valeur en oui. Donc, j'actualise ma page. Je me mets sur une petite version pour faire afficher l'icône de lune. Vous voyez que je peux cliquer dessus, ma main, enfin le curseur devient une main. Je clique et bic, voilà, j'ai ma page en noir. Bien évidemment, il va falloir que je fasse des ajustements parce que vous voyez que là, on ne voit plus le menu, on ne voit plus les icônes, mon logo il est moche. Tout ça, on peut ajuster. Et comment on ajuste ça? Bah, c'est avec des conditions. C'est-à-dire que ce logo, je vais pouvoir le dire, quand le dark mode, pardon, pas le dark mode, quand l'index dark mode is yes, quand il est sur oui, alors je veux changer la source de l'image. Je ne veux pas un logo bleu, je vous ai mis un logo blanc dans les sources ici, inverse, blanc. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, par défaut, alors les custom state, les états temporaires, à chaque fois que vous rechargez votre page, le dark mode va revenir en blanc. À chaque fois, c'est obligatoire. Un custom state se réinitialise tout seul à chaque fois qu'une page est chargée. Donc là, je suis en mode normal. On va chercher l'icône. Elle est là. Je clique sur ça. Tac. Mon logo est passé en blanc. Voilà. Maintenant, j'ai juste à faire ça sur toutes les autres choses. C'est ça qui est un peu chiant. C'est que cette icône-là, bah, il faudrait que je prenne, je copie la condition, et je le mets là, et je le mets là, je change d'icône color, et je la mets en blanc. Maintenant, une fois que je l'ai fait sur une, après, je vais juste aller chercher toutes les autres icônes, et je fais la même chose. Tac, tac. Non, je ne le fais pas au bon endroit, c'est ici, là. Il faut que je cherche toutes les icônes que j'avais placées avant, il faut les trouver, et il faut remplacer avec cette condition. Là, là. Après, rappelez-vous, j'avais un menu, et dans ce menu, j'avais des textes. Donc, dans les textes, je vais devoir faire pareil, chercher la couleur et mettre ça en blanc. Il y a quelqu'un qui veut participer. Voilà. OK.
Et là, vous allez me dire, mais c'est chiant de faire ça sur tous les textes. Parce que les textes, ils ont un style qui s'appelle body 16. C'est chiant de faire ça sur tous les textes. Donc, ce qu'on pourrait faire de façon plus intelligente, c'est que comme tous mes textes ont le même style, eh ben, je peux modifier le style, aller dans les conditions du style directement. Je mets une fois ma condition. Ah, il va pas la trouver parce que c'est un... Bon, non. Là, ça marche pas. Il faudrait que je fasse une autre technique, mais on va pas le faire maintenant. Bon, là, je vais faire comme ça, comme un mongol, mais c'est pas grave. Tac, tac. Pourquoi il trouve pas mon custom site? Parce qu'il est sur une page. Il est sur une page index. Et si vous voulez, ce custom state, il est disponible que si on est sur la page index actuellement. Et le problème, c'est que là, j'ai essayé de mettre ça dans mes styles. Et mes styles, c'est un truc qui n'a rien à voir. Il est complètement séparé. Il ne sait pas accéder à une page en particulier. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Mais là, j'essaie de le faire un maximum partout pour vous montrer que c'est plutôt stylé. On sait quoi comme icône, ça? Ah, c'est le... Voilà, OK. Et après, dans le dark mode, pareil, on va faire ça ici. Copier. Voilà. Bon, j'essaie de le faire rapidement, mais vous allez voir que là, ça va être beaucoup, beaucoup plus sexy, quoi. Je fais ça, je fais là, tic. Donc là, toutes mes icônes sont en blanche. En fait, pareil qu'ici. Ouais, nickel. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va faire fonctionner tout ça, mais donc là, vous voyez, on voit tous les onglets. Ici, on voit toutes les icônes. Il m'en manque une, c'est le menu là-bas. Donc, je vais aller la choper, le menu, celle-là. Voilà. Maintenant, le seul truc qui me reste à faire marcher, c'est ça là. Quand j'appuie là-dessus, je voudrais activer le dark mode. Pour le moment, je ne peux pas le faire. Donc, comment je vais faire? Il y a un workflow ici. Il faut le savoir. Ça, il faut le savoir, il faut le connaître. Il y a un workflow qui s'appelle quand le switch change. Quand le switch change, je veux faire un set state de l'index, le dark mode, et je veux le placer en oui. Et je veux le placer en oui sous une seule condition. Je veux le placer en oui si, par défaut, l'index dark mode, il est sur non. Donc, s'il est sur non, je veux le placer en oui. Pardon, je zoome tellement que ça déconne. Copy, paste. Là, je vais copier en disant le contraire. Si par contre il est sur oui, je vais faire le contraire, je vais le remettre sur non. Et là, on aurait un truc qui marche bien. Donc, je switch, c'est en dark, je reswitch et il se met en non. Et voilà, là, je l'ai de façon infinie. Et je peux faire comme dans les visiteurs, je peux faire jour, nuit, jour, nuit. Voilà. C'est marrant. Voilà comment on a fait notre petit système de dark mode et de header qui fonctionne correctement. Et en plus de ça, on peut aller chercher des articles dans notre base de données. Ça va? Il y a beaucoup d'infos. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Je comprends pourquoi il est important de renommer les choses. T'as vite fait de te perdre sinon. Exactement. Tous tes groupes, tous tes boutons, toutes tes sections, tout ce que tu veux, il faut lui donner un nom. Sinon, il y a un moment où tout ça, ça va s'appeler groupe B, groupe J, groupe X, Y, je sais pas quoi. Tu vas jamais comprendre ce que tu es en train de faire. Alors que là, tu vois, quand tu travailles un peu bien, juste en lisant, tu vois, si je replie tout un petit peu, je replie des choses, juste en lisant les intitulés, tu dois comprendre la structure de ta page. Voilà. Donc, j'ai un header qui contient une section top, la section top contient son container avec ses éléments, il contient un groupe de recherche, un groupe avec des icônes. Si je replie ça, je le replie, pardon. Voilà. Le header contient aussi une section bottom qui a son container avec un menu, une action, un dark mode. Je peux replier ça, je peux replier ça, je peux replier ça.
Et voilà, de façon grossière, j'ai un header avec 2 sections. Attendez, je replie. Parce que je zoome, il n'aime pas. Voilà. Donc j'ai un header avec une section top, une section bottom, et chacune de ces sections va contenir des éléments. Tac. Et quand tu renommes bien, ta page elle est bien structurée, c'est bien fait, c'est bien propre. Ton code va être propre aussi. Donc c'est nickel, tout le monde est content. C'est cool. On essaye de faire un truc vite fait. Je vais basculer sur une app, c'est exactement la même app, c'est exactement pareil. On a toutes les choses, sauf que là-dedans, j'ai déjà entré 13 articles de blog. L'avantage, c'est que ici, du coup, je dois pas aller sur cette page là qui s'appelle Nouveau post et je dois pas écrire à la main. Là, si je fais les 13 articles de blog, je vais prendre beaucoup de temps et ça va être chiant. Donc, j'avais préparé les choses en avance, heureusement. Et du coup, dans cette application-là, j'ai déjà mes articles qui sont remplis. J'ai 13 articles de blog. Sur la page index, ce que j'avais déjà préparé, c'est ça. Regardez, je vais vous montrer le résultat que j'avais. On a notre header. Par contre, j'avais pas fait le dark mode, vous voyez, ça marche pas. Donc là, je l'ai fait avec vous. Mais par contre, j'avais commencé à faire ça, vous voyez. Ça, c'est exactement pareil que sur leur site là. Ça, c'est le site original. Ça, c'est le mien. Je trouve même plus beau, finalement. Et ça, cette section-là, c'est exactement pareil que eux, ici. Vous voyez? Donc, si vous voulez, en 2 secondes, là, maintenant qu'on a encore quelques minutes, je vais vous montrer, je vais supprimer ça, et je vais vous montrer comment on va pouvoir le refaire. Donc là, quand je vous parle de ça, je vous parle de ça, ici. Comment on fait ça? En sachant que ça, c'est responsive. Hein. Regardez, hop. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai le même. Donc là, c'est le site original. Hein. Là, je vous montre le site original qui est là. Voilà. Bon, eux, ils ont simplement des trucs un petit peu, des images un peu plus hautes en taille. Mais ça, c'est mon truc. Et ça, c'est leur truc. Ouais. Mais franchement. Voilà. Il faut chipoter pour voir des énormes différences. Quoi. Mais en règle générale, ça se passe bien. Donc, je peux vous montrer comment on peut faire déjà pour commencer cette section ici en affichant 5 articles de blog et en mettant dynamiquement le numéro de chaque article ici. Okay. Donc, je vais sur mon app. Donc, c'est la page index. Le feature post, on va le cacher. On va dire qu'on ne veut pas le voir. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas être embêté avec ça. Si j'actualise la page, on ne verra plus ici. Voilà, on voit que ça. Et ça, je vais le supprimer pour qu'on le refasse vite fait ensemble. Donc, je vais prendre ce repeating group et je le supprime. Voilà. Donc là, ici, si vous êtes OK avec moi, là, on a juste voilà, j'ai juste un container sur la page. Donc, c'est la page index. On a notre header et on a un container. Le container, je vous montre les réglages que je mets dessus. C'est une colonne. Maximum 1280 pixels et alignement horizontal au centre. J'avais mis une condition. OK. Et j'ai une condition qui dit que quand la largeur est inférieure à, je vais mettre 992, comme la tablette, comme on l'a fait depuis tout à l'heure. Voilà. Quand la largeur elle est en dessous de 992, je mets 12 pixels de padding. C'est quoi du padding? Ce sont des marges internes. Regardez. Bon, j'ai supprimé mon truc, je ne peux pas vous montrer. Les marges internes, ça serait ça. Vous voyez ici, là, qu'il y a 12, ici, il y a un espacement là, à gauche et à droite. Ça, c'est ce que j'appelle du padding. C'est une marge qui est interne, qui vous permet de décoller un petit peu le contenu. Sinon, ça serait tout collé, ça serait moche. Donc là, j'ai mis, sur le container, j'ai mis 12 pixels à gauche et à droite pour avoir cet espacement, tout simplement. Et dans le container, c'est là où on va créer notre chose. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est un repeating group. Repeating group, dans les lives 1 et 2, vous allez le voir aussi.
Le repeating group, c'est simplement un élément qui va vous permettre d'afficher la donnée que vous avez sur votre application. Donc moi, sur mon application, je vous l'ai montré, j'ai 13 articles de blog. Mais je veux en afficher que 5, comme chez eux. Je vais en afficher 5. Donc je fais quoi? Je vais faire type of content article. La source, c'est quoi? C'est do a search for, c'est faire une recherche pour des articles. Et je veux, comme je vous l'ai dit, en faire afficher que 5. Donc j'ai deux possibilités. Ou bien je fais row égale 5, ça va me faire afficher 5 articles, mais ça c'est pas ouf parce que c'est un nombre fixe. C'est le contraire de responsive. Responsive, c'est adaptatif. Fixe, ça veut dire que c'est fixe. Donc, on ne veut pas ça. On décoche les cases qui sont là. Et je vais plutôt faire search for article jusque until, c'est jusque le numéro 5. Voilà, je vais faire comme ça plutôt. OK? Et à l'intérieur de ça, on va mettre un groupe. On met un groupe dans le repeating group. Voilà. Ce groupe, pour qu'il fonctionne et qu'il m'affiche des choses, j'ai besoin de lui envoyer une donnée. La donnée, c'est quoi? C'est ma cellule courante, parce qu'un repeating group, c'est comme un tableur. Ça marche par cellule. Donc, je veux lui envoyer la cellule courante de l'article. Et dans cette cellule courante, je vais pouvoir faire plein de trucs. Déjà, on va mettre une image. Image à l'intérieur. L'image, ça vient de quoi? Ça vient de mon article. Et dans la base de données, j'ai un truc qui s'appelait image de couverture. Rappelez-vous, ici, quand on a créé l'article, j'avais une image de couverture. C'est l'image qui est là. Donc, je la sélectionne et je fais un zoom à l'intérieur. Ça, c'est l'image de l'article. Comment c'était? Donc, on a une image et en dessous, on a un truc comme ça avec un titre. Donc, c'est parti. Ça s'appelle, enfin, ce que je viens de vous dire, ça s'appelle un groupe. Et dans ce groupe, je dois lui transmettre encore une fois la donnée. Donc, je dois dire que je veux prendre le parent. Le parent, c'est l'article. Je prends le parent du groupe article. Ce groupe, ça va être une row. Pourquoi une row? Parce que je veux un chiffre et à côté un titre. Donc, quand je veux des éléments qui sont l'un à côté de l'autre, c'est toujours une row, tout le temps. Donc, je prends une row. Et dans la row, je vais mettre un nouveau petit groupe. Tac. Et dans ce groupe, ça va être mon groupe de number. C'est lui qui va me permettre d'avoir le chiffre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce groupe, il faut que je lui mette une couleur. Pour mettre une couleur, on va dans Background Style, Flat Color, et je lui mets une couleur verte. La couleur verte, si vous voulez exactement le code, c'est 7AB2A5. Ça, c'est le code couleur. On le met à 40 pixels. On le met à 40 pixels ici. Et on va lui donner, vous voyez, j'ai tous mes carrés qui sont là, ils sont là les carrés. Mais nous, on veut qu'ils soient arrondis. Donc, on va faire roundness. Je vais mettre 40. Putain, quand je zoome trop, il n'aime pas. 40 pixels, je mets. Et là, mes carrés sont devenus des ronds. À l'intérieur, on va lui mettre un texte. À l'intérieur de ce petit rond, je mets un texte. Le texte que je veux, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je ne peux pas écrire 1 comme ça. Si je mets 1, tous les autres se répètent et il est marqué 1 partout. Ça ne va pas. Donc, il y a une option dans Bubble qui s'appelle le Current Cell Index. Ça va vous mettre l'index de chaque cellule. OK? Donc, vous mettez juste ça. Moi, je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre en gras. Et ici, pour voir ce que ça représente, dans le Canvas Placeholder, si je mets 1, on voit la place que ça prend. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Dans le repeating group, on va continuer à faire des réglages. Ici, je vais le mettre à 280. Je fais les tests. 250. Ouais, 250. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 articles qui vont rentrer. Dans ma page, dans mon article, ici, je dois mettre ça, la largeur à 0. Voilà. Et rappelez-vous, dans le groupe article qui est là, je vais l'appeler groupe bottom. C'est là où j'ai le numéro. Il faut aussi que j'ai un texte à l'intérieur. Et le texte, c'est quoi? C'est le nom de l'article. Donc, c'est pas un groupe article. Non, c'est le nom de l'article.
Ça, vous pouvez le mettre, si vous voulez, un peu plus gras. Voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Hein. On va tester. Donc, pour tester, on va ici et on refresh. Voilà. Pour le moment, j'ai ça. Actuellement, j'ai ça comme affichage. Chaque image a une hauteur différente. Donc, chaque image s'adapte comme elle veut. Moi, je ne veux pas ça. Je veux une hauteur fixe pour les images. Donc, je dois cocher la case ici pour avoir une hauteur fixe. Là, on va regarder ce qui se passe, commencer. Ok, déjà, c'est mieux. Elles sont toutes affichées comme j'ai envie. Je peux, bien sûr, diminuer cette hauteur. Ok. Le groupe article qui est juste en dessous du petit groupe, on peut lui mettre un gap de 10 pixels. C'est pour distancier. Vous voyez que là, ici, c'est tout collé. Là, avec le gap de 10 pixels que je viens d'appliquer, on va avoir voilà, un petit espace. Et maintenant, je voudrais que le titre soit à côté, ici, du chiffre. Donc, on va voir ce qu'on peut faire comme réglage. Toc, toc, là, il ne veut pas. Group bottom, group number, texte. Voilà. Donc, sur le texte ici, il était en fit with to content, ça le met à la ligne. Je l'enlève et il se met bien à côté du chiffre. Et dans le groupe bottom qui contient le chiffre et le texte, le seul truc que je dois faire, c'est mettre un petit peu de gap, d'espace. Je mets 10 pixels pour voir. Et j'actualise. Voilà. Vous voyez, j'ai mon texte à côté de chaque chiffre. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement mettre un espace entre chaque image. Donc ça, on va sur le repeating group. Et dans le repeating group, dans apparence, on a une option qui nous permet d'avoir des séparateurs. Donc vous choisissez solide. Je vais mettre 10 pixels de séparation. Et la couleur, vous voyez que là, on voit les séparations. Vous voyez, là, le truc gris qui est là, ce sont les séparations. Moi, je ne veux pas de couleur. Donc l'opacité, je la mets à 0% pour pas qu'on voit la séparation. Vous voyez? Donc là, ça a fonctionné. Après, il faut juste faire un ajustement. Là, vous voyez qu'il n'y a que 4 articles. À cause de ma séparation, le 5e est passé à la ligne. Du coup, il faudrait que je change un petit peu ici la largeur de chaque colonne. 230, ça lui va. J'ai mes 5 articles. On teste en responsive. Tac. Là, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Comment ça s'adapte tout seul. 2, 3, 4, 5. En fonction de la largeur, c'est adaptatif. Et là, on a un très bel affichage. Mais eux, leur affichage, c'est ça. Je vous le mets à côté. Leur affichage, c'est l'article doit prendre toute la largeur quand on est sur un petit écran. Et bien là, on va jouer avec une condition. Alors, il faut que je me rappelle la condition. Mais c'est quand la largeur de l'écran est inférieure à 992, je vais copier l'expression. Je vais copier l'expression parce que je ne sais pas si c'est là qu'il faut que je le mette. 230, ouais. Je le mets sur le repeating group pour voir. Copier expression. Voilà. Et là, je vais voir si je peux changer. Voilà. Là, ici, je veux dire que chaque section, chaque cellule ou chaque article ne va plus faire 230, mais ils vont faire 280. On va essayer ça. Donc là, je suis comme ça. Je descends, je descends, je descends. Ah, là, ça devient pas mal. Vous voyez que là, chaque article prend la largeur totale. Il faut simplement que j'augmente la hauteur de mon image et on est pas mal. Donc, je vais sur l'image, je mets une petite condition, la même que tout à l'heure, et j'essaye d'augmenter la hauteur. Rappelez-vous que la hauteur, je l'ai fixée à 200 pixels. Donc là, je peux aller chercher hauteur et on va essayer de mettre 350 pixels. On actualise. Et bing. Voilà. Je peux encore augmenter plus. Hein. Là, on était à 350. Je peux mettre
100 pixels en plus, 450. Ouais. Là, j'ai fait le bourrin. Je pourrais enlever 30 pixels peut-être et je serais exactement pareil qu'eux. Et là, je repasse sur un écran plus grand. Là, ça me fait 2 images, 3, 4 et 5. Complètement responsive. Ça va ou pas? Je sais que c'est complexe, hein, mais je sais il faut vraiment pratiquer. Mais là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme ça vous permettra de reprendre ça tranquillement et d'essayer de le refaire. Et ensuite, dans les prochains lives, on va pouvoir, bien sûr, comment je vais dire, on va pouvoir améliorer, optimiser, faire plus de choses, etc., etc. Pour connaître la police, Emmanuel, j'ai une extension Chrome qui s'appelle WhatFont. WhatFont. Extension Chrome. C'est-à-dire que je la prends, elle est ici. Je me mets ici, il me dit que là j'utilise la police Inter. Voilà. Inter. Voilà. Je peux aller sur un autre site, par exemple celui-là. Je fais WhatFont. Ils utilisent la police Poppins. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux vous passer, si ça peut être utile, je peux vous passer mon application en... Je vous donne des droits sur mon application pour voir tout ce que j'ai fait ici. Ça vous permettra de comparer, vous, essayez de le refaire de votre côté, et ça va vous permettre de comparer avec ce que vous faites. J'ai mis le lien dans la messagerie.